Quelle est la procédure de recrutement ayant conduit à la nomination du nouveau directeur général de l'ANIP? Y a-t-il eu appel à candidature? Quelles sont les structures impliquées dans ce recrutement? Combien a coûté la procédure de recrutement? Et combien coûteront les prestations du nouveau directeur général de l'ANIP? Quel travail technique reste-t-il à l'ANIP que les Béninois ne sont pas capables d'effectuer et qui requiert la compétence d'un ancien maire rwandais? La question de la nomination du Rwandais Pascal Yamlenda à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP continue d'alimenter les débats au Parlement béninois. En effet, c'est le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou qui a abordé la situation devant les députés. Le ministre a souligné la nature technique et la nécessité d'une expertise particulière. Pour cette phase, le gouvernement envisage de recourir à des experts en identité numérique, un domaine rare au Bénin. À la suite d'un benchmark, M. Pascal Nyamulenda a été, entre autres personnes, identifié pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de cette ambition. Confronté au curriculum vitae d'autres cadres nationaux pressentis, l'intéressé a eu l'avantage d'avoir été à la manœuvre de la phase projet à la phase agence, dans la mise en place de la National Identification Agency, NIDA, dont il a été directeur général pendant quelques années avant d'être appelé à la mission de l'ONU pour le Rwanda. Il est un vrai connaisseur des défis et enjeux de l'identité numérique dans un contexte tropical. L'ambition du gouvernement est de parvenir à faire de l'ANIP une agence de compétences similaire à celle de la NIDA au Rwanda et de l'Agence nationale des titres sécurisés de France. Comment peut-on expliquer cette logique de sous-traitance des données les plus sensibles de la République? Si le chef de l'État juge utile de remplacer l'ancien DG par un nouveau, mais très certainement qu'il y a eu un manquement au niveau de cet ancien DG. S'il y a eu manquement, est-ce que des sanctions s'en sont suivies? Nous demandons et exigeons que l'actualisation de la LEI se fasse de façon paritaire aux positions mouvantes en respectant le principe sacro-saint de la démocratie. Tu me surveilles, je te surveille. Je ne sais pas pourquoi nous sommes dans des procès d'intention. Je ne sais pas où et sur quelle partie de la terre la fiabilité d'une liste électorale est liée à la nationalité du directeur général de l'agence. La question que je me pose, c'est quand est-ce qu'une liste a été consensuelle chez nous au Bénin ici? À chaque fois, nous avons manqué de consensus. Et puisqu'il s'agit d'une question politique, nous ne nous faisons pas confiance. En ces occasions, il est utile des fois qu'on aille chercher quelqu'un de neutre pour pouvoir réunir l'acceptation de tous. Aujourd'hui, regardons-nous en face et disons-nous la vérité. La technologie avance. Même si nous n'avions pas fait appel à ce monsieur, et nous avons la base de données, où est-ce que nous allons la conserver pour être sûr qu'elle ne sera pas attaquée? Donc nous allons faire appel à l'expertise étrangère. De quoi il s'agit? C'est quelques suspicions. Et c'est ce que le président Patrice Talon a voulu éviter. S'il me nommait, moi, on va dire là, nommer son ami. S'il nommait Achade, on va dire, ah, vous voyez, complicité entre lui et Yaïboni. S'il nommait Seweta, on va dire, il a chargé son frère. Et il est parti chercher quelqu'un pour éviter ces suspicions. Et c'est ça qui crée encore des suspicions. Notons que ce n'est pas la première fois que le gouvernement revient sur la nomination de Pascal Yamlenda à la tête de l'ANIP. En février 2023, Wilfried Léon-Bédi, porte-parole du gouvernement béninois, avait apporté des clarifications sur ce sujet. D'après lui, aucun profil béninois parmi les CV reçus pour ce poste ne correspond aux attentes du gouvernement béninois pour cette mission. Le Rwandais était le meilleur profil avec plus d'expérience en la matière.
Le Bénin et la Chine signent l'accord de reconnaissance mutuelle entre les programmes d'opérateurs économiques agréés chinois et béninois. Une délégation de l'administration douanière béninoise s'est en effet rendue du 6 au 10 novembre dernier en Chine pour poser les bases d'une nouvelle coopération qui se veut fructueuse pour les sociétés et opérateurs économiques des deux pays. Le programme des opérateurs économiques agréés constitue l'une des plus grandes réformes mises en œuvre ces derniers mois par l'administration douanière béninoise. En effet, dans le souci de faciliter les transactions des opérateurs économiques crédibles qui respectent la législation douanière et de sécuriser la chaîne logistique internationale, le programme OEA a été mis en œuvre au Bénin depuis le mois de mai 2019. Après 3 années d'application, 3 sociétés ont été certifiées. C'est une relation de confiance qui s'est donc installée entre les douanes béninoises et les dites sociétés qui deviennent ainsi des partenaires de l'administration douanière béninoise. C'est un levier important du développement économique et un instrument de sécurisation de la chaîne logistique internationale. Ce programme de facilitation est donc mis en œuvre dans les administrations douanières modernes pour fluidifier les transactions des opérateurs crédibles qui respectent les critères élaborés par l'Organisation mondiale des douanes en matière de réglementation douanière et en matière de sûreté et de sécurité. Dans le dessein de faciliter la coopération et le développement des relations entre les opérateurs économiques des différents pays que l'administration douanière béninoise s'est dotée de ce programme. Le Bénin est aujourd'hui le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir réussi à mettre en œuvre ce programme. Les sociétés qui auront le statut OEA bénéficieront d'énormes avantages dans le processus d'enlèvement de leurs marchandises. Elles ont une priorité maximale dans le traitement de leurs dossiers. Par ailleurs, pour les sociétés exportatrices vers la Chine, elles ne rencontreront plus aucune tracasserie pour l'enlèvement de leurs marchandises. Une fois à leur arrivée en Chine, les mêmes avantages seront attribués aux sociétés chinoises agréées en Chine et qui sont installées au Bénin. Aux côtés de ces pairs africains, le chef de l'État Patrice Talon a pris part à Riyad, en Arabie Saoudite, au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Les travaux de ce premier sommet économique saoudo-africain se sont déroulés en présence du prince héritier et premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, des chefs d'État et de délégation de plusieurs États africains. En termes de perspective, le Bénin et l'Arabie Saoudite ont scellé une coopération plus accrue et plus intensifiée dans le cadre de la vision 2030. Celle-ci a pour ambition de remettre l'Arabie Saoudite au cœur du monde arabe, du monde islamique et du monde en général, avec le Bénin comme un des partenaires essentiels de cette revitalisation, de ce repositionnement. La participation du président de la République était importante parce que, comme vous le savez, l'Arabie Saoudite joue un rôle central au sein du monde arabe et du monde islamique. Et comme vous le savez, le Bénin, sous l'instigation du président de la République, croit en un multilatéralisme qui permet en fait d'assurer l'équilibre du monde. Et dans ce multilatéralisme, avec plusieurs piliers et plusieurs pôles forts, le président de la République et le gouvernement du Bénin croient dans le fait que le monde arabe, le monde islamique ont un rôle important à jouer dans l'équilibre global du monde. C'est la raison pour laquelle le président de la République a participé à ce premier sommet de manière active, en prenant part au débat au sein de ce cénacle, mais également en rencontrant plusieurs personnalités du monde politique, mais également du monde des affaires, dans une optique d'intensifier les relations qui sont déjà extrêmement bonnes entre l'Arabie Saoudite et le Bénin. En marge de ce premier sommet Arabie Saoudite, pays africain, et pour marquer encore une fois de plus la vitalité de la coopération et des relations qui existent entre nos deux pays, plusieurs accords ont été signés par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, notamment avec le Fonds saoudien pour le développement, pour le financement de l'ICT
techniques agricoles, mais également avec le fonds OPEP, qui est un fonds auquel participe l'Arabie Saoudite, puisque c'est le fonds des pays de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Donc on arrive au terme de cette première édition avec une perspective très intéressante pour le Bénin, avec un alignement parfait entre la vision 2030 portée par le roi d'Arabie Saoudite et le prince héritier, qui est en ligne avec la vision du monde qu'a le président de la République, le président Patrice Talon, et nous espérons que cela soit le début d'une intensification plus accrue des relations entre la République du Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les retombées pour le Bénin sont très importantes. Premièrement, d'un point de vue géostratégique, c'est la réaffirmation du fait que nous croyons en un monde multipolaire. Le président de la République était il n'y a pas longtemps en Chine et a marqué en fait notre alignement de point de vue avec la Chine. Nous croyons dans le fait qu'il faut un monde multipolaire auquel participe à la fois une Asie forte, un Moyen-Orient fort, et un monde occidental fort pour l'équilibre du monde. Donc c'est la présence du Bénin à ce premier sommet permet au Bénin de défendre sa vision d'un monde multipolaire dans un monde où on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de tensions et l'objectif c'est d'arriver à un équilibre qui soit beaucoup plus bénéfique pour le développement. Première retombée. Deuxième retombée d'un point de vue concret, c'est la matérialisation et la signature de ces accords de financement dont je viens de parler. On parle de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour soutenir la politique de formation professionnelle portée par le président de la République. Il faut préciser que le chef de l'État Patrice Talon avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération Romuald Wadaï, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari et l'ambassadeur du Bénin près le Royaume d'Arabie Saoudite, Adam Bagoudou Zakari. Déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer
à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. La Banque africaine de développement a décidé de lever le 6 novembre les sanctions financières imposées au Gabon après le coup d'État du 30 août qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba. L'annonce a été faite par le ministre gabonais de l'économie jeudi. La décision est intervenue après des négociations entre l'institution bancaire continentale et les autorités gabonaises. Marrakech, Libreville et Brazzaville, fin octobre, des rounds de négociations ont été nécessaires pour dissiper les zones d'ombre. Le Gabon s'engageait dans la capitale congolaise au plus haut niveau à assurer ses arriérés de paiement auprès de l'institution panafricaine, relançant dans la foulée sa coopération avec la BAD. Au Gabon, la Banque africaine de développement finance un important projet d'adduction d'eau dans plusieurs villes. Dans Libreville, la capitale, la BAD devient la première institution à lever les sanctions infligées au Gabon depuis le coup d'État contre Ali Bongo il y a un peu plus de 2 mois. Le déploiement des policiers kenyans en Haïti, une nouvelle fois reporté. Nairobi a annoncé jeudi que toutes les conditions relatives à la formation et au financement de la mission ne seraient toujours pas remplies. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour le pays dont des pans entiers sont sous la coupe des gangs. Aujourd'hui, le pays est contrôlé par des gangs. Ils ont plongé le pays dans une situation infernale. Les gangs ont des liens avec les autorités de l'État. C'est récurrent depuis le gouvernement Jovenel Moïse et ça continue aujourd'hui. Le mois dernier, l'ONU avait confié au Kenya le commandement d'une mission multinationale visant à lutter contre les gangs face à l'incurie supposée des autorités haïtiennes. Le plus grand problème actuel en Haïti est l'absence de gouvernement et de l'état de droit, ainsi que l'effondrement de toutes les institutions clés de l'État, y compris la police. Comment la police étrangère pourrait-elle opérer en Haïti si nous n'avons pas de gouvernement opérationnel? Le gouvernement d'Ariel Henry n'a fait que renforcer l'insécurité. Les gangs sont devenus plus puissants dans le pays. Davantage de territoires ont été perdus au profit des gangs, ce qui signifie que le bilan du Premier ministre Ariel Henry est catastrophique. La police locale ne fait pas le poids face aux gangs. Depuis le début de l'année, 32 policiers ont été tués en Haïti. Candidat malheureux en 2017 lors de son face-à-face perdu au 2e tour de la présidentielle contre George Weah, Joseph Boakai veut prendre sa revanche cette année. Pour tenter de battre le président sortant mardi, le septuagénaire joue la carte des alliances. Des candidats lui ont apporté leur soutien pour le 2e tour, alors qu'au 1er tour, il a déjà été soutenu par des barons locaux à l'image de l'ancien chef de guerre, Prince Johnson. Pour rallier du monde à sa candidature, Joseph Boakai a promis un gouvernement inclusif qui reflète la diversité politique, ethnique, régionale, religieuse et de genre dans son pays. À 78 ans, le leader du Parti de l'Unité propose aussi un plan de sauvetage national. Il s'articule autour de l'amélioration des infrastructures et du climat des affaires, alors qu'il s'était largement incliné il y a 6 ans, obtenant 28,76% au 1er tour et 38% au second. Il talonne cette fois le président sortant, les deux ayant obtenu environ 43% des voix.
À 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, une nouvelle manifestation de l'opposition dans la capitale Antananarivo a été dispersée samedi par les forces de l'ordre. Quelques centaines de manifestants ont répondu à l'appel du collectif des 11 candidats de l'opposition pour protester contre le processus électoral, jugé biaisé à l'égard du président sortant, Andy Rajoelina. Je me bats pour notre descendance contre un gouvernement incompétent. C'est pour cela que je me bats pour que les lois soient respectées à Madagascar. Tout le monde est soumis à la loi. Personne n'est au-dessus. Nous nous battons pour notre pays, nous luttons contre l'injustice dont Andy Rajoelina est responsable. Ces gendarmes sont toujours sous ses ordres. C'est pour cela que nous manifestons. La grande île de l'océan Indien est secouée depuis des semaines par une bataille électorale féroce entre le camp Rajoelina et une dizaine de candidats de l'opposition, qui dénoncent une machination visant à assurer un second mandat au président sortant. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exprimé samedi ses fortes inquiétudes face au climat politique qui prévaut depuis plusieurs semaines à Madagascar. Des milliers de Sud-Africains ont manifesté ce samedi en soutien aux Palestiniens vivant à Gaza après le bombardement continu de l'armée israélienne contre l'enclave. Les manifestations ont été dirigées par des membres du clergé de différentes confessions qui ont exigé l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Alan Boesak, emblématique religieux anti-apartheid, a appelé à la fermeture de l'ambassade de l'État hébreu. Fermer l'ambassade de cet État d'apartheid qui mène depuis 75 ans une guerre d'extermination contre notre peuple. Cet État d'apartheid qui ne peut cesser de tuer des enfants. Fermez-la pour chaque enfant palestinien dans un cercueil et pour chaque passerelle de terre volée, un autre peuple en Palestine. Pretoria a déclaré que la position de l'ambassadeur israélien dans le pays devenait de plus en plus intenable et accuse le diplomate de tenir des remarques désobligeantes envers les personnes critiques à l'égard d'Israël. Comme toute personne, il est de mon devoir moral et de mon obligation éthique de défendre les droits de l'homme. Je crois que toute violence envers quiconque, quelle que soit sa race, sa religion ou son orientation sexuelle, est complètement inacceptable. Ce qui se passe à Gaza et en Palestine est une violation totale des droits de l'homme. Le gouvernement sud-africain a annoncé le 6 novembre qu'il rappellerait tous ses diplomates d'Israël pour signaler son inquiétude quant à la situation à Gaza. L'Afrique du Sud est depuis longtemps un ardent défenseur de la cause palestinienne. L'ANC au pouvoir la lie souvent à sa propre lutte contre l'apartheid. Une politique de 2 poids 2 mesures, c'est ainsi que la secrétaire générale d'Amnesty International a qualifié vendredi la gestion des conflits internationaux par le bloc occidental. Alors qu'elle s'exprimait à Paris lors d'un forum sur la paix, Agnès Calamard a considéré cette attitude comme une menace pour les droits de l'homme. Le bloc occidental exige que nous nous précipitons tous à la défense de l'Ukraine comme il se doit. Parce que l'Ukraine a été agressée par la Russie et qu'il y a des souffrances incroyables dans ce pays. Et en même temps, il nous dit de ne pas agir face aux bombardements multiples et aux souffrances absolues de la population de Gaza. Le double standard de ces gouvernements est pour moi la plus grande menace pour les droits de l'homme en ce moment. Le Forum de Paris sur la paix est un événement basé sur la recherche du dialogue concernant des sujets tels que le changement climatique et les menaces qui pèsent sur les droits de l'homme. Le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite a appelé vendredi à mettre fin au dernier cycle du conflit israélo-palestinien. Mohamed bin Salman a dénoncé ce qu'il appelle l'agression israélienne contre Gaza. Nous condamnons l'agression militaire et les attaques contre les civils dans la bande de Gaza ainsi que les violations persistantes du droit international humanitaire par les autorités d'occupation israéliennes.
Le prince héritier saoudien a par ailleurs appelé à la fin des migrations forcées des habitants de l'enclave palestinienne. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la crise, alors qu'au moins 1400 personnes ont trouvé la mort en Israël.